La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour à tous, on espère que comme d'habitude vous allez toujours très bien en ce début d'année. L'épiphanie vient de passer, mais c'est pas pour autant qu'on doit arrêter de manger des galettes. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas laquelle choisir, vous pouvez regarder notre petit live qu'on a fait dimanche avec Clémence, où on s'est, il faut le dire, un peu goinfré, mais c'était un très bon moment. Sinon, aujourd'hui, on est avec François Josse. Et alors, avec François, on ne va pas manger de frangipane, mais on va discuter de quelque chose d'hyper intéressant, de même 1000 choses beaucoup trop intéressantes, pas vrai Clémence ? Ouais, carrément. Avec François Josse, on a parlé notamment du fait de parfois pas se sentir au niveau pour une grande maison et du coup de gravir les échelons petit à petit, la patience du travail évidemment, et puis le fait d'avoir un déclic pour son métier un peu tardif, comme ça a été le cas pour lui, c'est-à-dire qu'au championnat du monde en 2013 au CIRA, il s'est rendu compte qu'il voulait absolument lui aussi faire le championnat de France pour le coup. Et alors que la passion n'était pas forcément inhérente dès le début de son apprentissage. Et puis bien sûr, on a aussi parlé de management, de pas forcément reproduire ce qu'on a vécu, et de créativité et du fait de coller à une identité historique, comme la maison du Taïwan. Mais bon, on vous laisse écouter quand même. Voilà, on vous retrouve en fin d'épisode. Bonjour, aujourd'hui on est dans un très bel établissement, un peu mythique de la place parisienne. Nous sommes au Taïwan, qu'on a découvert avec Clémence. Et où on reviendra. Et quand on ce sera reviendra ouvert. totalement, parce que c'est vrai que là c'est un peu triste que ce soit fermé, mais on fait quand même un enregistrement dans une salle assez agréable du coup. Vu que c'est fermé, on a pu se poser dans la salle de restaurant. Voilà, c'est hyper cool. Et on est avec le chef pâtissier de l'établissement depuis à peu près 1 an, c'est ça ? 1 an et demi, ouais. Voilà, donc François Josse. Bonjour François, Salut, ça va ? la forme, nickel. Bon, déjà avant de commencer, bravo pour ton prix du Guide Lebet, du meilleur dessert café. Merci beaucoup. Voilà, une belle récompense pour un joli dessert. Et avant de commencer, je pense qu'on va revenir un peu sur ce dessert, mais est-ce que déjà tu peux, dans un premier temps, présenter un peu ton parcours, brièvement, les différentes maisons que tu as pu faire, et où est-ce que tu as commencé depuis ta formation ? Ouais. Moi, j'ai commencé par la cuisine. J'ai fait un BEP à l'époque, ça n'existe plus maintenant. J'ai fait un BEP restauration dans un lycée à côté de chez moi, chez mes parents, à Saint-Nazaire, Ok. dans la Loire-Atlantique. Et puis après, simplement, en faisant les TP, je me suis aperçu que moi j'étais plus attiré vers la cuisine, mais ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de gros déclic, c'était vraiment dans la simplicité. Donc j'ai fait une mention complémentaire, cuisinier en dessert de restaurant, que j'ai voulu faire en apprentissage. Donc je suis parti chez Éric Guérin, à la Mare aux Oiseaux. Waouh. Ouais, qui est un mec exceptionnel. Donc je suis tombé, moi dans mon parcours j'ai eu de la chance, je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Donc j'avoue que c'est ce qui m'a construit, en fait, c'est ce qui a développé ma passion pour le métier. Parce qu'à la base, j'ai fait ça un peu comme ça, même si toute ma famille est un peu dans le milieu. Je suis petit-fils de boucher, fils de charcutier, mais après ça, c'est pas ce qui m'a donné le déclic à la base. Donc je travaillais chez Éric Guérin 1 an en apprentissage, je suis resté quelques mois en tant que saisonnier. Et puis je suis vite parti aux États-Unis. Pendant 1 an, je travaillais pour Jérôme Bocuse, Ok. voilà, en Floride. Ok. En fait, il a des restaurants français là-bas et je suis parti 1 an travailler là-bas en tant que commis pâtissier. Génial. Donc c'était très cool, une année riche en expériences, que ce soit festive ou pâtissière. Ouais. Et puis je suis revenu en France, j'ai voulu essayer de faire des saisons. Donc j'ai fait une saison à Cannes dans un restaurant, enfin à Grasse, dans l'arrière-pays cannois, dans un restaurant qui était une étoile au guide Michelin. Et puis je suis parti l'hiver au K2 à Courchevel. Ok. Suite à ça, je me suis aperçu que je manquais un peu d'expérience dans la pâtisserie un peu gastronomique, dans la haute pâtisserie entre guillemets. Donc j'ai envoyé mon CV dans plusieurs 3 étoiles. Et puis c'est la Maison Pic qui m'a répondu, où le déclic est passé. Ouais. Donc je suis rentré chez Anne-Sophie Pic en 2013, je suis ressorti en 2016, je suis resté 3 ans, donc avec une évolution de demi à chef de partie, demi-chef de partie à chef de partie. Et puis je voulais tenter l'expérience parisienne. Donc à l'époque j'avais envoyé mon CV au Taïwan pour travailler avec François Dobinet, sauf que l'équipe était au complet.
Je trouve ça rigolo de le dire. Et puis derrière, il y avait un autre établissement prestigieux que je voulais intégrer absolument pour le lieu à la base, c'était le Georges V. Donc je suis rentré au Georges V. Le premier jour, en fait, je suis arrivé le même jour que le tout nouveau chef pâtissier de l'orangerie qui était Maxime Frédéric. Ouais. Donc à l'époque, il sortait du Meurice. Incroyable, première journée. Donc on m'a dit, tiens, tu vas faire l'ouverture de l'orangerie avec le nouveau chef pâtissier de l'orangerie, Maxime Frédéric. Donc, Ok. voilà. Bah après, à l'époque, je le connaissais via Instagram. Ouais. Donc je me suis dit, trop bien, je savais pas qui partait du Meurice, c'était pas encore annoncé. Mhm. Voilà, donc il s'en est suivi 3 années exceptionnelles. En fait, il est tout simplement, donc on a construit un peu l'orangerie à la base tous les deux avec l'équipe aussi qui y était. Et puis simplement quand lui il est passé chef exécutif de tout l'hôtel, il m'a fait passer sous-chef de l'orangerie, parce que là-bas il y a plusieurs sous-chefs vu que c'est une énorme maison. Ouais. C'est clair. Voilà, il y a chaque sous-chef a son pôle de travail en fait, Ouais, avec son ouais. équipe. Voilà, et puis après, une fois que j'ai pas envie de dire faire le tour, parce que tu fais jamais le tour d'une maison comme le Georges V, mais une fois que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je me suis dit que j'avais eu envie, moi, d'avoir mes créations, et puis pouvoir m'éclater. Tu te sentais prêt à passer chef. Ouais, voilà. En fait, moi, j'ai jamais brûlé d'étape. C'est-à-dire que, si tu veux, je suis jamais passé de commis ou de apprenti à chef. Mhm. J'ai connu tous les stades. J'ai apprenti, commis, demi, chef de partie, sous-chef junior, adjoint, chef pâtissier. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai jamais brûlé les étapes. Et je pense que ce qui a fait aujourd'hui que je me suis senti prêt à prendre le poste aussi, c'était justement que je me suis armé pour ça en fait. Donc même quand tu passes 3 ans au Georges V où tu manages, à l'époque on était une brigade de 40 pâtissiers, Hmm. Ouais. même si toi tu as ta partie où moi à l'orangerie on était 9 pâtissiers, mais quand même après Quand même, ouais. Enfin, tu vois, c'est un sacré bagage solide, ça aussi. On parlait tout à l'heure de management. Quand tu as fini d'apprendre la pâtisserie, que tu rentres dans une entreprise comme ça, tu apprends le métier de manager qui est encore Carrément. un métier à part entière. Et toi, quand tu es jeune et quand tu jamais trop montré, c'est hyper compliqué. Donc c'est important d'arriver dans des maisons comme ça qui te forment aussi pour Ouais. ça, tu vois. Oui, c'est vrai que l'avantage du palace, en plus de tout ce que ça forme sur le fait qu'il y ait des tea time, des restaurants, du traiteur, etc., c'est que, mine de rien, c'est quand même des grosses équipes. Donc, il y a souvent un apprentissage du management pour les sous-chefs, etc., très important dans les palaces, ouais. Très important et très compliqué. Ouais, on en parlait en fait juste avant de démarrer l'épisode parce qu'on disait que notre but aussi c'était de montrer tout ce qu'il y avait autour du dessert, dont le fait que chef pâtissier c'était un manager. Enfin, c'est même un énorme travail de management et qu'on n'apprend pas forcément ça à l'école. Je tiens juste à revenir sur ton parcours parce que il a ceci de particulier que déjà t'as beaucoup bougé au début. T'es allé aux États-Unis, ensuite t'as fait des saisons, donc t'as beaucoup bougé avant de rester 3 ans dans la maison Pic. Et t'avais une envie en fait de voir un peu tout avant de faire de longues expériences. En fait, la question, elle est très intéressante. Tout simplement, moi, à la base, j'avais pas pour objectif forcément... Donc, je sais que j'aimais les jolies maisons, mais je voulais pas forcément être j'ai pas la prétention de dire que je suis un grand chef pâtissier, très loin de là, mais j'avais pas forcément envie d'être dans une grande maison. Mais il y a quelque chose que t'as oublié de dire aussi qui s'est passé en 2018. Ouais, Oui, c'est vrai. France. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que, entre le moment... C'est là aussi où quand je dis que j'ai pas brûlé d'étapes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est qu'entre le moment où j'ai voulu faire un championnat de France et au moment où je l'ai fait, il s'est passé 5 ans. Ah, donc D'accord. en fait, t'avais déjà cette volonté quand t'étais chez Pic. Ah ouais, c'est là-bas Ok. que c'est né en fait. C'est là-bas que c'est né. Donc t'étais pas forcément destiné aux grandes maisons ou c'était pas ton but en soi. Écoute, c'était pas mon but en soi. Je suis arrivé, après ma saison à Cannes, je suis arrivé au K2 parce que simplement mon chef de cuisine à Grasse, pardon, je dis Cannes toujours, mais c'était à Grasse, il connaissait Nicolas Salle à l'époque qui était le chef de cuisine du K2. Ouais. Donc il m'a fait rentrer comme ça assez facilement, j'ai envie de dire. Et tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau d'être dans une grande maison. Tu vois. Waouh, ouais. Ça, tu te le prends dans les dents en pleine face. Et après, le parcours, c'est jamais tout rose pour quelqu'un, tu vois. Donc moi, je pense que là-bas, j'ai mangé un peu mon pain noir. Parce que voilà, on m'a pas caché les choses. Et j'avais encore des personnes qui étaient là pour me le dire, même si c'était en toute bienveillance, on me l'a dit quand même. Et c'est important de l'entendre et de le comprendre. Et t'étais pas vieux. Et j'étais pas vieux, non. Non, j'avais quoi, 22 ans. Ouais. Ouais, mais au final, dans l'apprentissage, il y a souvent une remise en question. Du coup, là, t'as eu cette remise en question à ce moment-là, quoi. Complètement. Et en fait, c'était en 2013. Et en fait, en 2013, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la Coupe du Monde de pâtisserie que je suis allé voir avec mes collègues. C'était au CIRA. Ouais. Et c'est toujours au CIRA d'ailleurs.
Et en fait, j'ai eu un peu le déclic quand j'ai vu les Français faire leur pièce, en fait, le show qu'il y a eu et l'engouement qu'il y a toujours d'ailleurs pour ce concours qui est incroyable. Non pas que j'ai envie de devenir champion du monde ou que j'estime même pas encore avoir le niveau, mais en fait, c'est l'engouement qui m'a dit wow, il y a un truc qui se passe dans cet endroit qui se passe nulle part ailleurs. Tu vois, c'est comme un gamin qui fait du foot, tu l'emmènes voir un match de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, tu vois. Oui, c'est sûr. Il va avoir des étoiles dans les yeux, et puis je pense que c'est ça quelque chose d'unique. C'est unique, voilà. Et c'est ça qui m'a mis un peu le coup de pied aux fesses. Puis tu sais, il y a aussi, j'imagine, il y a tout le côté corporation, le fait, tu vois, d'être réunis tous du même métier, de tous comprendre et sentir et ressentir la même chose, que quand t'es dans ton labo un peu tout seul ou isolé, t'as pas forcément. Et là, j'imagine en fait l'émulation collective. Tous les grands chefs, il n'y a pas d'autre endroit, j'ai envie de te dire, au monde où tu vois autant de grands chefs, quoi. Donc quand t'arrives, tu connais pas trop encore les gens où t'as pas eu la chance de les côtoyer, c'est assez incroyable. Et toi, en plus, t'allais d'aventure en aventure. Enfin, t'as dit, j'ai voulu tenter l'aventure parisienne, j'ai voulu tenter l'aventure aux États-Unis. En fait, tout simplement, mais je suis tu disais, on parlait tout à l'heure un peu des bagages que j'avais été à droite à gauche, mais c'est ça aussi qui a fait que je pense que j'ai pas su très bien m'adapter au K2, c'est parce que justement j'avais pas un bagage assez solide. Aujourd'hui, et c'est ce que moi je conseille à tous les gens qui travaillent avec moi, c'est de se faire un bagage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après c'est ma vision, mais tu deviens pas un bon pâtissier ou alors un bon professionnel quand tu fais 6 mois ici, 7 mois là, tu vois, 8 mois ici. Donc je me suis dit, je suis rentré chez Pic, je me suis dit en fait, moi je veux avoir une expérience solide, je veux avoir un bagage, comme ça quand je veux aller après dans une maison tout aussi prestigieuse, et on me fermera pas les portes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rester 3 ans, pour vraiment avoir une évolution, pour avoir une grande maison. C'est hyper intéressant d'entendre ça, je trouve. C'est pas forcément un discours qu'on entend régulièrement, mais c'est hyper intéressant d'entendre ça, et je trouve hyper humble, et c'est surtout comment je pourrais dire ça, une belle vision de l'apprentissage qui montre que l'apprentissage, ça se fonde sur des bases solides en fait, et que en pâtisserie, mine de rien, enfin, t'as le traiteur, on dit que t'as la pâtisserie, t'as le dessert à l'assiette, etc. Et puis même, t'as du coup les maisons étoilées qui seront pas pareilles que du dessert à l'assiette dans une maison même un peu bistronomique. Du coup, de faire des bases sur les différents domaines, ce qui peut exister en pâtisserie, je trouve que c'est hyper important d'en parler, et c'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Et puis en plus de rester longtemps dans une maison comme t'as fait chez Pic, c'est ça qui te permet, avant de pouvoir déployer ton identité, d'apprendre à comprendre comment ça fonctionne, d'en déployer une. C'est pas la tienne, tu fais pas tes desserts, mais tu vois un peu tout le processus, t'observes, tu comprends les enjeux, et après, plus tard, tu pourras être prêt. C'est exactement ça. Tu vois, dans une maison comme ça, tu passes 1 an à observer, à te faire ta place, parce que c'est même des brigades où t'évites une bonne douzaine voire plus de pâtissiers. Donc t'arrives, tu fais ta place, tu rencontres les gens, après tu rencontres tous les gens dans l'entreprise, ça prend du temps. Et puis une fois que t'es à l'aise, t'as observé, que t'as montré de quelle bois tu te chauffes, à la deuxième année, tu commences toi à t'investir différemment, j'ai envie de dire, parce que tu commences à proposer, tu commences à prouver ce que tu vaux, tu vois. Et après la 3e année, c'est encore un autre objectif, où c'est peut-être toi tu deviens un peu passeur, tu vois, dans l'idée. Tu deviens passeur, et c'est toi qui montre aux autres qu'eux viennent d'arriver, enfin tu vois, c'est hyper cool. Et 3 ans pour moi c'est très bien, parce que c'est cette période qui te permet d'éclore un peu dans une entreprise et de partir avec un bagage très solide. C'est pour ça aussi que je suis resté 3 ans en Georges V, parce que je voulais avoir la même... Mais en fait, heureusement que tu t'es pris ce mur au K2. Ah bah complètement, ouais. Ah ouais. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit qu'à chaque fois que tu as passé une étape, tu as une idée un peu, alors pas assez précise, mine de rien, de l'autre atmosphère dans laquelle tu veux évoluer pour continuer de progresser. Quand tu as quitté Pic, tu as dit que tu avais un peu 2 maisons en tête, donc le Taïwan qui est en effet assez drôle vu qu'il est aujourd'hui, et le Georges V, donc tu as quand même des idées assez précises d'ambiance dans lesquelles tu voudrais travailler pour continuer à progresser et continuer à te forger, quoi. Ouais, c'est un peu ça. En fait, je pense que je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Ok. Tu vois, c'est pas mal. En effet. Et ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis pas très vieux, mais on m'a toujours transmis énormément. Tu vois. Et quand je rencontre des gens du métier, je parle beaucoup de transmission. Alors, c'est pas des belles paroles, c'est vraiment vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, nous, d'accompagner
les jeunes qui peuvent soit tomber simplement sur des mauvaises expériences qu'on a pu avoir, Ouais. ou bien expliquer, tu vois. Moi, par exemple, je suis premier à dire, attention, si c'est dur, c'est toujours dur au départ, tu vois. Baisse pas les bras au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, t'inquiète pas, passe. Et franchement, bon, forcément, il y a des moments où tu peux pas, et je pense que chacun est libre de comprendre que quand ça bloque avec quelqu'un, ça bloque avec quelqu'un. Ça peut être une entreprise, un patron, un collègue. Mais voilà, moi, je pousse les jeunes à se faire des armes solides, en fait. Faut pas vaciller à droite à gauche. Tu deviendras pas un excellent professionnel si tu campes un peu ici, un peu là. Fais-toi des belles armes dans une belle maison avec un bon chef qui peut t'apprendre. Et là, tu deviendras quelqu'un. Et là, tu pourras parler concours, tu pourras parler création, recherche et développement et devenir quelqu'un dans le métier, quoi. Ouais, et puis surtout, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se ressent, c'est quand tu es avec quelqu'un où tu sens qu'il y a des choses à prendre de cette personne. Tous les chefs sont pas forcément les plus pédagogues ou ont pas forcément la même volonté de transmission, ce qui n'est pas... Voilà, ça c'est pas quelque chose qui est présent chez tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qui se ressent, et du coup, quand tu peux côtoyer un chef qui a cette volonté et qui a un peu des choses à offrir, je pense que c'est important en effet de rester avec lui. D'ailleurs, moi, j'avoue que j'ai lâché un gros waouh quand t'as dit que t'avais commencé à la mare aux oiseaux avec Éric Guérin, qui pour moi est un des chefs les plus créatifs et poétiques de notre époque. Et c'est rigolo parce qu'après, tu disais que t'avais envoyé ton CV au Taïwan quand c'était François Daubinet. Qu'est-ce que tu penses de cette part créative ? Est-ce que, selon toi, est-ce que tu as toujours su que tu avais cette part créative ? Parce qu'on va revenir sur ce fameux dessert par lequel on a ouvert l'entretien, donc le dessert au café, pour lequel tu as été primé. Ouais. Mais est-ce que ça a commencé là-bas ? Franchement, c'est venu avec l'expérience, tu vois. Je pense que oui, forcément, ça a pas vraiment commencé là-bas parce que quand j'étais apprenti ou même, tu vois, deuxième commis saisonnier, on ne me demande pas de créer, tu vois, on te demande déjà de faire ton plat correctement et c'est énorme. Mais ouais, c'est venu, en fait, tout à l'heure, tu as dit, et c'était très juste aussi, au niveau de la création, je parle, tu prends les identités. Ouais. Tu vois, en fait, oui, tu vas... Quand ça fait X temps que tu es dans une boîte, et ben, tu rentres dans un moule, hein, tu le veux ou tu le veux pas, tu es moulé à l'entreprise. Et puis une fois que tu sors de ce moule, et ben, il te reste quand même l'empreinte du moule, tu vois. Et je pense que c'est toutes ces empreintes-là qui vont faire toi, ton identité dans ce que tu proposes. Tu vois, des petites choses que tu piques à tes... ce qu'il faut, c'est pas être une photocopieuse et tu dis, j'ai fait un dessert, je te dis une bêtise, passion et noix de coco, je schématise, et tu vas refaire la même chose. Non, c'est pas ça être intelligent dans le travail. Non, c'est vraiment... exactement comme vous disiez, tu piques que tu as ressenti en fait avec tous les gens avec qui tu as bossé, et puis c'est ça qui va faire ton identité. Et c'est quoi ton identité ? Moi, mon identité ici, déjà moi j'aime les choses, franchement j'aime les choses plutôt simples, je suis pas quelqu'un d'excentrique, trop compliqué, j'aime les choses simples. Je veux dire, moi, pourquoi j'ai fait une dame blanche en dessert, c'est parce que quand j'étais gamin, mes parents, on allait à la pizzeria ou dans des brasseries et puis je prenais la coupe dame blanche, tu vois. Okay. C'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance si j'en ai en pâtisserie. Oh mais non. C'est une de nos deux questions à la fin. Ah non, c'est pas grave. Mais du coup, ok, on reviendra à la question, tu nous donneras les autres après alors. Et après, c'est peut-être rebondir aussi sur une autre question que vous aviez, mais aujourd'hui, comment je pense à la création, c'est je me colle au Taïwan en fait. Ouais. Donc c'est en fait moderniser la tradition. Inspiré par le lieu. Vas-y. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu crées par rapport, mine de rien, à l'endroit où t'es, à l'endroit où tu dois créer. Oui, parce que je pense qu'un restaurant comme le Taïwan, c'est pareil, tu pars pas dans l'excentricité dans tous les sens, parce qu'on a une clientèle ici qui est quand même, comment dire, très axée sur la gastronomie, tu vois, la gastronomie traditionnelle. Ouais. Donc, qui aime les choses quand même un peu sobres. Exactement. Donc moi, en fait, très simplement, je pars toujours d'une base simple que tout le monde connaît. Ça peut être, là, comme on parlait tout à l'heure, du riz au lait, ça peut être le café ou le chocolat, etc. Et après, je vois comment je peux le twister et comment je peux lui donner du punch à la maison, quoi. Et alors moi juste, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir. Donc tu as dit que tu as commencé toi par la cuisine. Donc déjà, moi il y a un truc auquel c'est vrai qu'on n'a pas rebondi dessus, mais je trouve ça assez intéressant, c'est que tu as dit que mine de rien, la passion, toi t'es venu, non pas lors de ce que tu as démarré, mais au fur et à mesure de ton apprentissage. Ouais. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de savoir que la passion peut
arrivé en découvrant le milieu? C'est vrai que quand on raconte que des histoires de déclic soudain, ça peut décourager ceux qu'on Ouais. passe déclic justement. Ouais, ça vient au fur et à mesure. Faut pas croire qu'on est tous nés pour ça. Ouais, vois. que c'est inné chez tout le C'est monde. pas inné chez tout le monde. Moi, c'était pas inné chez moi et je peux même pas dire encore que c'est inné aujourd'hui. Tu vois, c'est cool. Je bosse et je pense qu'il y a que ça qui est récompensé à la Mhm. fin. Et le travail, franchement, il n'y a pas de secret. Et là-dessus, mon discours il sera pas original parce que franchement, c'est partout le même. Ouais. Ouais, mais bon, quand c'est partout le même, c'est peut-être qu'il y a, il y a un Une truc raison. vrai Ouais, finalement derrière. complètement. Il n'y a que ça de vrai. Mais voilà. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que on voit que, donc peut-être que c'est le fait que tu aies commencé par la cuisine qui t'a orienté vers le dessert plutôt à l'assiette, mais la pâtisserie, plutôt boutique, donc t'as jamais fait trop de maisons, ou peut-être si aux États-Unis, non, c'était des restaurants aussi. Ouais, c'est des Ok. restaurants. J'ai travaillé un mois pour les fêtes juste avant de partir aux États-Unis chez Vincent Garlet à Nantes. Ok, ouais, on voit. Donc, c'est une très grosse maison, donc c'était Mhm. hyper intéressant. Moi, j'étais un peu pareil perdu là-dedans en fait. Ouais, Quand tu passes de la restauration où tu fais, je dis une bêtise, tes petits crémeux, machin, qui vont durer 3 jours. et ouais, puis ta tu vas petite chez mise en place. Une maison où tu fais 30 litres de mousse. Tu sais, donc, c'est La pas taille quelque- du robot. Exactement. 30 litres. Fou, c'est dingue. Et puis même la responsabilité est pas la même parce que toi tu dis une grosse bêtise mais tu fais monter si tu foires ta crème montée pour 200 grammes, c'est dommage, c'est triste, Ouais. mais ça va. Si tu foires ta crème montée pour 20 Tu litres, fais 30 kilos de beurre. Ouais, tu vois, c'est l'impact, compliqué, ouais, c'est clair. t'assumes pas pareil quoi. Donc c'est compliqué. Ça m'a, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas. Mhm. C'est vrai que chez Pic, dans mes 3 ans, en fait, j'ai fait. En fait, là-bas, il y avait un bistrot, un gastro 3 étoiles, et après, il y avait 2 boutiques sur Valence. Donc, en fait, il y a plusieurs équipes et j'ai tourné. Donc, j'ai fait 2 ans dans Ok. le 3 étoiles et j'ai fait 1 an production, chocolaterie, les macarons pour les boutiques. Donc, c'est là où j'ai revu aussi un petit peu. Des bases. Exactement. Les bases qui me manquaient parce Mhm. que moi j'avais fait un peu de dessert à l'assiette et tu vois moins les bases, tu vois moins les feuilletages, tu vois moins les crèmes traditionnelles, tu vois moins voilà. Donc c'est là-dedans où j'ai revu les bases, Ouais. je me suis fait ce fameux bagage. Et très après, important. au Georges ou au Georges V, pardon, Oui. tu faisais un peu les tea time, non? Ou pas du tout? Oui, Tu étais bah- que sur les desserts de l'orangerie? Non, en fait moi comment dire, Ta partie? ma partie exactement, c'était orangerie, enfin on avait les petits déj le matin, après on avait le service de l'orangerie le midi, après l'après-midi le service des tea time, le service de l'orangerie le soir, et après 24 heures sur 24 t'avais le room service pardon, Mhm. et le restaurant de l'hôtel, la galerie, Ok, plus le bar. En fait tout partait du même, ouais, donc en fait c'était service toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. ok. Donc c'était Donc là, pour le coup, c'était une expérience qui mêlait un peu pâtisserie, c'était pas une boutique, mais des pâtisseries un peu plus qu'on connaît plus, et pâtisserie de dessert de restaurant. ouais, Ok. voilà ça permet Mais de- sinon, ouais, c'est... T'as Non. toujours été plus attiré, mine de rien, par ce dessert de restaurant, dans ce plat, dans... Oui, je crois. Je Ok. crois parce que c'est Avec tout l'instantané que ça comporte. voilà, très le côté éphémère un peu. Mhm. Mais même si j'aime beaucoup la pâtisserie de boutique, je dis pas que j'y non pas que j'y retournerai parce que j'y ai jamais vraiment été. Ouais, Mais pour moi, un bon pâtissier, il sait s'adapter. Tu vois, je pense que c'est ça qui fait un peu la force de l'expérience. Mhm. C'est que demain, bah, aujourd'hui, j'étais au Georges V, c'est très bien. Aujourd'hui, je passe dans un restaurant qui fait que restaurant, c'est très bien. Demain, je pourrais aussi prendre un poste dans une boutique. Enfin, non, quand tu es organisé et que tu sais. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi choisir le Taïwan? Est-ce que c'est toi qui as choisi le Taïwan? Est-ce que c'est le Taïwan qui t'a choisi pour ton premier poste de chef? En fait, ça s'est fait hyper naturellement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, David Bizet, qui était mon chef à l'orangerie, Mhm. qui a fait partie notamment des recruteurs de Maxime Frédéric à l'époque à l'orangerie, D'accord. est venu chez Taïwan en tant que chef exécutif. Et puis moi, après 6 mois, simplement, hyper naturellement, parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté encore une fois énormément, donc avec qui je m'entendais très bien. Voilà, on s'est recontacté, et puis de fil en aiguille, enfin tout s'est fait hyper naturellement. Il avait encore de très bonnes relations avec Maxime, moi aussi. Maxime savait qu'il avait besoin d'un chef pâtissier pour reprendre avec lui. En fait, l'objectif était de... ils avaient perdu l'étoile qui appartenait à l'ancien chef, pardon. Donc l'idée c'était rapidement de récupérer les... David Bizet n'avait jamais eu de deuxième étoile, Ouais. donc c'était de la récupérer pour la maison Taïwan et puis lui d'avoir sa première deuxième étoile. Ok. Donc voilà, il y avait un challenge qui était hyper intéressant. Moi je venais de gagner le championnat de France du dessert, donc c'était encore... C'est nouveaux horizons. Ouais, puis je voulais quitter un peu l'hôtellerie, tu sais. Ok. Si tu veux me reconcentrer vers mon métier de base pour l'instant, qui est mon fer de lance, qui est le dessert à l'assiette. Donc je voulais m'occuper du dessert à l'assiette.
Bah en fait, encore une fois, je pense que si on écoute nos épisodes à la suite ou si on retient quelques idées, enfin quelques leçons finalement de tout ce qui sort des gens qu'on rencontre, c'est que c'est l'humain au centre. Ouais, Et c'est vraiment toi, c'est les rencontres qui t'ont aussi mené d'une maison à l'autre et d'un poste à l'autre. complètement. Il n'y a que ça de vrai pour moi, je pense. L'humain et puis voilà, les liens que tu tisses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis de très longue date, mais aujourd'hui, mes meilleurs amis, en grosse partie, sont que des gens avec qui j'ai travaillé. Puis tu tisses des liens tellement forts, tu passes tellement de temps ensemble, tu partages des choses de dingue. Donc après, tu te fais des amis exceptionnels. Ouais. Bah oui, c'est sûr que bon, des fois, tu traverses des périodes assez compliquées dans ce milieu aussi. Ouais. Et c'est sûr que ça soude quoi. En vrai, la préparation du championnat de France, ça devait être hyper intense. Enfin, ça fait exactement partie de ce genre de moment hors du temps où les relations avec ton équipe, parce que tu prépares ça avec une équipe, non ? Oui, alors après, c'est pareil, chacun fait un peu comme il veut. Moi, j'avais la chance d'être au Georges V. Donc, Ouais. j'avais en plus avec moi des mecs qui étaient mes collègues et mes copains. À l'époque, c'est les adjoints de Maxime maintenant qui vont faire l'ouverture du Cheval Blanc. Et puis, moi, je m'étais choisi, entre guillemets, on va dire peut-être 3 personnes vraiment des proches à moi, je savais qu'ils pouvaient m'aiguiller. Moi, je partais d'un principe où il fallait pas que je choisisse trop de personnes. Pas te disperser. Ouais, voilà. Non, parce qu'après, tout le monde donne des conseils et. Après, c'est ça qui est compliqué. Donc après, tu tries. Hein. Il y a des gens qui vont te donner des conseils. Bon, ça dépend de qui ils viennent et voilà. Tu prends, mais voilà. Après, c'était une maison exceptionnelle, donc c'était pour moi hyper naturel de faire ce concours au Georges V parce que j'avais toutes les armes en main pour pouvoir me préparer correctement. Ouais. Et à propos de maison exceptionnelle, mine de rien, t'as enchaîné avec une autre, le Taïwan, on en revient là. Pour revenir un peu sur ton processus créatif qu'on a un peu abordé, mais pour rentrer un peu plus en profondeur, on peut prendre comme exemple ton dessert au café, du coup, qui a eu ce prix du Guide Le Bay, et où, du coup, tu évoquais vraiment... Enfin, moi, j'avais trouvé ça incroyable lorsque il y avait une petite vidéo pour chaque lauréat, où tu présentais un peu de dessert, et j'ai trouvé ça incroyable de voir un peu l'inspiration, ce qui t'était venu. On avait vraiment l'impression que tu t'étais, je sais pas, genre limite que tu t'étais imprégné du lieu pour avoir cette idée, imprégné de l'histoire, de tout ce qu'il en découle en fait de ce lieu, qui est quand même assez mythique et qui est chargé d'histoire, pour ensuite le retranscrire dans un dessert et sur une assiette quoi. C'est comme si tu avais mis les boiseries au mur dans le dessert, l'atmosphère un peu fumée dans le dessert, les banquettes sur lesquelles on est assis actuellement dans le dessert. Elles sont moelleuses. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est complètement ça en fait. On était accompagnés pour le café par la maison Verlet, qui est une maison emblématique, c'est un torréfacteur à Paris et l'histoire de cette maison elle est incroyable. L'histoire de Taïwan elle est incroyable aussi. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant d'échanger tu vois, à travers le café et ce qui est un produit encore plus incroyable que la soirée. C'est vrai que tu as une palette de travail qui est à l'infini. Et puis voilà, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des maîtres d'hôtel qui travaillent chez Taïwan depuis 15-20 ans, donc eux ils ont connu. Juste, je sais même plus si on l'a abordé dans l'épisode, mais est-ce que tu peux dire depuis combien de temps c'est un restaurant ? Est-ce qu'on l'a dit ? Je crois pas que j'ai dit. Comme ça, tu peux préciser juste un peu pour l'histoire incroyable du Taïwan. C'est un restaurant qui existe depuis 1946. Donc avant c'était un hôtel particulier. Voilà. Et puis après le Taïwan, il y a eu plusieurs chefs qui se sont succédés. Et puis c'est une maison qui a eu 3 étoiles. Et puis après ils en ont perdu une, puis une deuxième à l'arrivée de David Bizet. Le fait est que les étoiles appartiennent au chef normalement. Donc voilà, puis nous on a récupéré l'étoile aussi. D'accord, ouais, comme ça on voit un petit peu le contexte, le fait qu'il y ait des maîtres d'hôtel qui sont ici depuis 25 ans, c'est ce que tu disais. Donc, en fait c'est hyper intéressant de discuter avec eux et c'est eux justement qui m'expliquaient qu'à l'époque ils prenaient parce qu'on a une clientèle, comme je vous disais, qui est très business aussi le midi. Donc beaucoup d'hommes d'affaires du coin, qui est quand même un quartier aussi très d'affaires. Et puis simplement, les hommes venaient fumer, sûrement les femmes aussi d'ailleurs, mais les clients fumaient avec un petit verre de digestif, et puis je trouve que le lieu s'y prête énormément en fait. Ouais. Vous qui êtes assis là, je pense que vous ressentez et vous arrivez à vous imaginer, même si c'était il y a 15 ans. Non mais très très bien, très très bien. Donc, oui, franchement c'est... On mettra des petites photos sur notre compte Instagram pour montrer l'ambiance. C'est boisé, c'est splendide. Mais voilà, donc c'était un peu... c'était pas facile, mais qui
qui dit café, forcément quand tu bois ton café, tu penses à un digestif. Donc moi c'était le cognac et puis tu penses au tabac. Donc après c'est vrai qu'il y a eu un peu de recherche et de développement. Oui, il y a eu forcément plusieurs essais. Ouais, il y a eu plusieurs essais. Ok, et on veut pas non plus négliger un peu tous les autres desserts que tu fais, parce que si on a bien compris, les desserts tournent à peu près toutes les 2-3 semaines, c'est ça ? C'est ça, ouais. À peu près. Et du coup, ça veut dire que ça pousse un peu à toujours se renouveler, à toujours réfléchir à de nouveaux desserts. Ouais. Est-ce que tu essayes vraiment toujours, parce que tu disais aussi que les propriétaires récents, ça fait à peu près 10 ans, c'est ça, qui sont arrivés, veulent moderniser, mais sans, approximativement. Ouais. Faudrait que Cette information sera fact-checkée. On vous dira en fin d'épisode, après avoir vérifié. Ouais. Et qui faisait des tastings 2 fois par semaine, voilà, c'est ça ? qui faisait des tastings 2 fois par semaine, mais surtout qui voulait moderniser, mais sans perdre ce côté très historique, très un peu plus traditionnel de ce lieu. Du coup, est-ce que toi, tu te dis que tu vas rester un peu dans le cadre du lieu, ou alors quand tu fais certains desserts, tu essayes d'y apporter une touche un peu plus moderne, un peu pour aller dans cette démarche de moderniser un peu le Taïwan ? J'essaye de moderniser dans les desserts que je fais, mais je partirai jamais dans l'excentricité. Ouais, évidemment. Tu vois, je garde vraiment cette ligne conductrice. En fait, il faut toujours que le client chez Taïwan, il sache où il est même dans l'assiette. Et tu vois, c'est hyper complexe parce qu'en plus, c'est des personnes qui ont l'expérience de faire beaucoup de belles maisons. Mhm. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont impartials aussi. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils aiment. Et puis, Paris, j'ai envie de te dire, c'est une des villes où tu peux manger tout ce que t'as tout ce que tu veux. Donc je pense que si tu as envie de manger un peu plus exotique, tu vas chez un chef à Paris qui va avoir aussi des étoiles et qui va présenter tu vois, et tu viens chez Taïwan pour manger des choses voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les deux mots qui représentent hyper bien ce lieu, c'est la tradition modernisée, tu vois. Ouais, donc en fait quand les gens viennent, ils ont quand même une idée, une envie derrière la tête qu'il faut pouvoir leur servir dans l'assiette. Ouais, en fait, Exactement. toi, c'est les repères, t'es obligé de les respecter. C'est exactement ça, le repère. Faut que Les les gens ils aient repères, un repère, et puis après, c'est à toi de twister avec, je sais pas, un poivre, une épice, une herbe. Plus peut-être dans le goût, la légèreté. J'ai l'impression que c'est aussi la dose de sucre est tout à fait mesurée, plus que dans la forme. Ouais, après, moi, je suis... Voilà, même j'aime ce qui est... dans les visuels, j'aime ce qui est propre, net, précis. Ouais, tu vois, j'aime pas les suricures, j'aime pas ce qui sert à rien. Bah, ça se voit que tes desserts sont... Enfin, même dans les visuels, c'est pas du tout excentrique, mais c'est des choses très simples. Et ouais, par contre, en termes d'exécution, c'est propre, net, précis. Je pense que le terme est bien choisi. Mais c'est important, c'est même pour les équipes, tu vois, d'avoir des desserts qui soient calés, même dans les fiches techniques. En fait, c'est pareil, il y a tout ce qu'il y a derrière, tu vois, c'est que chaque dessert sort toujours de la même façon, qu'ils se ressemblent tous, c'est important. Et justement, pardon. Aussi que les assiettes restent élégantes, parce que le lieu reste un lieu quand même très élégant. Ouais. Justement, tu parles des fiches techniques et de l'organisation avec les équipes aussi pour la régularité. Est-ce qu'on peut on a une dernière petite question sur, pour toi, c'est quoi qu'est-ce qu'un chef selon toi ? Comment il doit être le chef pâtissier ? Est-ce qu'il emmène son équipe ? Est-ce qu'il l'accompagne ou est-ce qu'il vise à lui donner de l'autonomie ? Comment tu perçois ton rôle ? Le meilleur chef, le meilleur chef pâtissier, c'est pas forcément le meilleur pâtissier. Tu vois, et vice versa, tu peux être un pâtissier hors pair et puis ne pas avoir un brin de pédagogie. Donc c'est hyper important, c'est très dur d'être complet en tout. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, forcément, ce qui est hyper important, et puis de toute façon, je pense que ça se perd. Moi, je suis encore de la jeune génération, j'ai pas 30 ans, mais ça se perd en fait, tous ces anciens chefs qui passent leur temps à crier, en fait, tu vois que tu perds ton énergie. Je pense que quand tu fais des grandes maisons, tu passes par là. Tu vois, avoir un peu une tête dure, t'as besoin des fois parce que tu vois, tu dégustes. Ouais, tu vois. Mais justement, ce qui est important, et c'est très dur aussi de se le faire comprendre à soi-même, c'est de ne pas infliger aux autres ce qu'on t'a infligé. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un vrai travail. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, nous, notre génération de chefs, et ça c'est en train de monter en puissance, c'est. Comme tu dis, c'est la pédagogie. Quand tu as une équipe qui fait, ça dépend des entreprises bien sûr, mais quand tu as une équipe qui fait 15 heures par jour, si ton équipe est bien avec la boule au ventre, ça sert à rien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, bien sûr. Voilà, ce qui est important, c'est que moi on m'a transmis, donc c'est à moi de transmettre, et puis ça passe par le travail, ça passe par le côté, tu vois, quand on peut plus, mais tu vois, d'aller boire un verre avec l'équipe à la fin du service.
tu vois, les emmener quand tu fais une démo, ça, c'est ce que Maxime nous inculquait à l'époque au jour 5, tu vois, il faisait une démo au Salon de Chocolat, on était 25 à partir, tu vois. Ah, trop bien. génial. Donc c'était trop bien. Et du coup, ça c'est encore des choses qui font que tu observes, que tu vois, et puis c'est des choses hyper positives que tu retransmets à son tour derrière. Donc en fait, de souder une équipe pour que la brigade ait, finalement, qu'on Complètement. reprenne ce sens de brigade, parce que finalement, Ouais, c'est ça. une brigade, ça exprime quand même qu'il y a un côté hyper soudé. Maternelle, ouais. Ouais. Complètement. Voilà, on s'entraide, et puis quand ça va, on est là, et quand ça va pas, on est là aussi. Bah écoute, Il faut, ouais. c'est super inspirant, Ouais. j'aime bien. Ah ouais, mais je trouve que c'est hyper bien que tu dises qu'il faut pas forcément retranscrire ce qu'on a vécu, Ouais. parce que c'est quelque chose qu'il faut dire Et que c'est plus facile à dire qu'à faire, Et ça que on te c'est- croit ouais, sur parole, exactement. parce que... C'est clair, c'est un vrai travail. Il y a un côté, moi je suis passé par là, je suis pas mort, c'est ça aussi qu'on entend Ah ouais. souvent, c'est ça m'a pas tué. Ouais, c'est pour ça que, mais c'est pour ça que quand c'est dur, faut pas. Et on le disait, au final, le discours est toujours le même. C'est Ouais. Quand c'est dur, faut pas baisser les bras. Bah ouais, non, mais je trouve que pour finir, c'est quand même une belle phrase à retenir. Ouais. Mais il y a tout un tas de belles phrases à retenir dans tout ce que tu nous as dit. C'était hyper intéressant, merci. Maintenant, du coup, on va terminer par nos deux petites questions fétiches où tu as déjà donné une demi-réponse tout à l'heure. La première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré? Mais alors là, je t'ai parlé de la Dame Blanche, mais Ouais. mon premier souvenir sucré, c'est même pas celui-là. Mhm. C'est tout simplement, en fait, c'est quand j'étais chez ma grand-mère. Donc, tu vois, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de. Je suis pas très grand-mère, tu sais, dans mes discours, à chaque fois, il y a Ouais. beaucoup, oui, c'est ma grand-mère, mais pour le coup, quand j'étais en vacances, tu vois, on avait le droit de. On avait des fraises, et puis chez la grand-mère, tu pouvais mettre autant de chantilly que tu voulais. Tu vois. De la chantilly à la Ouais. fraise. Ouais, exactement. C'est pas la fraise de chantilly, c'est la chantilly. Ouais. Du coup, moi, je suis toujours dans l'abus, Ouais. même quand j'étais gamin. Donc, je me remplissais des gros bols de chantilly, et puis. Avec Trop bien. une fraise ou deux. Ouais, grave. Donc ça c'est vraiment en fait même toujours quand je mange de la crème fouettée avec une fraise ou une framboise, c'est un souvenir d'enfance vraiment. Comme j'en ai pas des masses, Ouais. mais tu vois celui-là il est assez marqué. Ça, Mais du ça coup, te c'est peut-être replonge. quelque chose qui t'a inculqué un peu de cette envie de faire des choses simples en fait. Ouais, et puis j'ai toujours été hyper gourmand. Mhm. Donc tu vois moi c'est dur à dire, mais un pâtissier qui va dire moi j'aime pas les desserts, j'ai du mal à le comprendre. Mais Ouais. figurez-vous qu'il y en a plus que ce qu'on croit. Oui, C'est Oui. ça qui est fou. bah, je trouve ça très bizarre. Ouais. Oui, bah, Comme c'est un c'est mec quelque chose. qui est mécanicien et qui aime pas les voitures. Ouais, ouais, Ah non, mais oui, Tu vois. On est bien d'accord. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle à chaque fois, mais, Mais il y en mais a, je il pense y en que a c'est vraiment quelque chose plein. qui. Un peu de gourmandise, ça fait pas de mal. Hein. Non, Ouais. c'est clair. Mais moi je suis dans l'abus avec ça, il faut que je trouve des solutions parce que c'est compliqué. Des astuces. Ouais. Ah ouais, ça toujours. Et d'ailleurs, la deuxième question ne va pas beaucoup t'aider. Bon, on omet le fait que ce soit une période particulière, mais est-ce que tu aurais des petites adresses à nous conseiller pour aller se faire plaisir? Un Donc peu en coup de sucré cœur. ou en salé? Et ben en salé, j'ai un de mes meilleurs amis donc, qui était mon témoin de mariage qui s'appelle Nathan Hello. Ok. Il a un restaurant dans le 6ème qui s'appelle Dupin, donc rue Dupin. Ah bah, on nous en a parlé. Ouais, je crois qu'on nous en a Et voilà, parlé. il Ouais. vient d'ouvrir aujourd'hui en fait le temps qu'il se mette en place et que le processus aussi avec la livraison se Mhm. mette en place. Donc voilà, c'est un de mes meilleurs amis. En fait, il fait des sandwichs très stylés. Ok, Tout est fait maison. Il y en a poisson, viande et végétarien. trop bien. Donc en salé, je conseille complètement. Trop bien. Nathan Hello. Voilà. Donc c'est Ça, du c'est pain vachement bien. DUPIN, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. Donc c'est un mec qui fait que des produits frais, tu vois, Génial. Ok. sourceur. Et puis en sucré, j'ai envie de dire que tous les pâtissiers de Paris font du click and collect. Hein. C'est vrai. Ouais. Vraiment, enfin après oui, j'ai des adresses un peu fétiches. Je suis pas compliqué. Mhm. C'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait Yann Couvreur. J'aime beaucoup ce que j'avais été goûter Yann Megui à la Goutte d'Or. Je trouve ça hyper cool aussi. Enfin, Ouais. tu vois, j'aime aussi cette nouvelle Génération. Kevin Lacoste qui est à côté. Ouais, Mm. carrément. Qui est un mec qui fait du super boulot aussi. Donc voilà, après Paris, c'est énorme. Ouais. Je pense qu'on a tous un On a artisan tous nos pâtissier, petites adresses tu vois. fétiches carrément. Et Ah, c'est pour puis, ça qu'on demande. Il faut, franchement, se repérer. ouais, on se repère, mais de toute façon, je pense que tous les pâtissiers sur Paris, ou une grosse partie, malheureusement, il y a juste les pâtissiers de Palace où ils sont un peu bloqués. Mais franchement, sur le sucré, ouais, je pense qu'on a tous des bonnes adresses à proximité. On a cette chance-là à Paris. Mhm. Donc, Totalement. petit coup de Google, clac, et tout le monde fait de la vente à emporter. Ouais, c'est vrai. Bon, bah merci beaucoup, François. Bah ouais. Un plaisir. Merci. Merci à Franchement, vous d'être tip venus me top. voir. Bah, ça donne envie de revenir quand T'inquiète ce pas, sera nous ouvert. on est ravis, hein. On a découvert On est un trop super contents. lieu. Maintenant, bah va falloir revenir pour goûter, hein. Avec plaisir. On reviendra. Tout à l'heure.
Et voilà, on espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura inspiré autant que nous. On espère surtout que la qualité du son n'a pas nui à votre écoute. On vous avoue que l'épisode a été enregistré en 2020, mais en 2021, on n'aura plus de problèmes techniques. Et d'ailleurs, on revient juste sur ce qu'on a dit pendant l'épisode et on a vérifié, ça fait bien 10 ans que les nouveaux propriétaires du Taïwan sont arrivés, donc les informations étaient correctes. Voilà, sinon vous pouvez retrouver François évidemment sur son compte Instagram, françois.josse, J-O-2-S-E, tout simplement. Et vous pouvez nous retrouver nous sur notre compte Instagram, l'envers du dessert, l'envers-du-dessert. Vous pouvez toujours vous abonner sur notre site internet pour retrouver notre newsletter ou checker tous les articles qui sont sur notre site. Et évidemment, vous pouvez nous mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et vous nous retrouvez sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et d'ailleurs, dès demain sur notre compte Instagram, vous retrouverez une recette de soufflé au chocolat offerte par le chef Joss. Et puis pour terminer, un grand merci à 12, l'artiste qui nous fait les musiques et le mixage de nos épisodes. À la semaine prochaine. À mercredi prochain.